j'ai assisté à des centaines de communications par des gens reconnus, par des gens plus jeunes. J'ai toujours été frappé par le fait que les gens qui savent d'avance, qui vont à un congrès, ils vont à une communication qui dure 20 minutes. Donc là, tout de suite, on s'entend bien, je ne vous donne pas le plan d'une communication d'1 heure ou un plan de cours de 3 heures. C'est une autre question. Ce dont je parle ne s'applique, à mon avis. Vous pouvez penser autre chose, vous pouvez faire le contraire d'une communication. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous suggère une façon de procéder qui, si j'assiste à votre communication, va me rendre moins nerveux et moins irrité. D'où le titre « Comment ne pas faire une communication scientifique », c'est davantage ça. Et donc, je parle d'une communication de 20 minutes. Donc, je vais décrire ce que j'observe, un peu quasiment de façon ethnographique, ce que les gens font régulièrement dans des communications pour dire, bien, effectivement, c'est la chose à ne pas faire dans les communications scientifiques de congrès. Vous avez, je répète, pas 12, pas 15, pas 38, mais 20 minutes. Et si c'est 15, ce que je dis est vrai a fortiori. C'est important parce que la communication, la première chose qui en fait partie, c'est la temporalité. Donc, il faut que vous sachiez dès le départ combien de temps vous avez. Bon, moi, j'ai une émission de radio depuis 16 ans. Je n'ai pas 30 minutes. Comme ici, j'ai le temps, 45 minutes, donc j'ai du temps. Donc, mon préambule est plus long. J'ai le temps. Mais là, quand je suis à la radio, j'ai 8 minutes. Et là, on vient de me baisser ça à 6 minutes. Ça veut dire que la première chose à faire quand on va préparer une communication, bien sûr, c'est de bien identifier les thèses qu'on entend présenter. Parce qu'en 20 minutes, on ne fera pas une grande démonstration. Hein? On va plutôt convaincre les gens d'une thèse et qui vont ensuite être appelés à dire, OK, si c'est intéressant, ils vont vouloir la creuser. Donc, ça part de cette idée-là. Ça part d'une autre idée qu'il faut savoir a priori, donc avant la communication, et qu'on a tendance à oublier. Je dis « on » par généralisation de ce que j'observe. On a tendance à oublier que quand on va faire une communication, en général, c'est dans un congrès où on a des gens qui sont dans notre domaine. Si vous êtes en éducation, vous n'irez pas faire une communication en physique. Et donc, je ne parle pas de conférence de vulgarisation à une audience de néophytes. Je parle toujours d'une communication savante dans votre domaine. Donc, un historien qui va parler à un historien, etc. C'est ça le contexte dans lequel je parle. Donc, ça veut dire qu'il faut identifier notre audience. Et si on va dans un congrès, on pense que notre audience, d'abord, elle est à peu près aussi informée que nous. On ne part pas de l'idée que c'est des tarés à qui on doit expliquer la méthodologie 101, ce qu'on fait toujours constamment dans les conférences, comme si les gens qui étaient dans la salle ne savaient pas de quoi ils parlent. Hein? C'est un peu surprenant, mais c'est ce qu'on voit régulièrement. Donc, ça, c'est avant. L'autre chose qu'on fait avant, c'est qu'on va faire pipi avant. Okay? C'est très important. Même si on n'a pas envie, on y va parce qu'il y a toujours une petite pression qui va disparaître et qui fait que vous n'aurez pas envie au milieu de la conférence. Ça a l'air de rien, mais banalité importante. Donc, venons-en maintenant au tic classique. C'est qu'effectivement, dans les communications, les gens perdent beaucoup de temps. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous devez communiquer une thèse au sens d'un argument, en 20 minutes. Donc, comme vous avez juste 20 minutes, vous devez optimiser cette période pour diffuser votre point de vue. Donc, toute phrase qui ne sert à rien, c'est du temps perdu. Donc, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que, par exemple, les gens vont commencer en disant « Oui, j'ai changé le titre de ma communication. » C'est peut-être vrai, mais on s'en fout parce que le sujet va être à peu près le même. Donc, il vient de part de souvent 30 secondes. Ça a l'air court, 30 secondes, mais 30 secondes, c'est très long. Et si vous avez un doute, imaginez-vous qu'actuellement, je dirais, gardons silence 30 secondes. Après 10 secondes, tout le monde va être mal à l'aise. On ne gardera pas silence 30 secondes. C'est très long, 30 secondes. Donc, il faut éviter... On peut changer de titre de communication. Je l'ai fait. Hein? Voyez-vous, moi, c'est écrit ici « Comment ne pas faire une communication scientifique ?» alors que sur la fiche, c'est écrit « Comment faire une communication scientifique ?» avec un point d'interrogation. OK? Donc, déjà, je l'ai changé. L'autre chose aussi, c'est bien sûr, si on a un PowerPoint, il faut éviter les erreurs classiques que je vois encore régulièrement, qui sont assez surprenantes. C'est la manie des couleurs. Où là, les gens oublient que si vous jouez un bleu avec un vert, sur votre écran, c'est bien beau. Mais quand vous arrivez dans un congrès à l'étranger, vous ne devez pas oublier que les différentes machines transforment parfois les teintes. Et j'ai vu de nombreuses conférences où les gens qui s'amusaient, au lieu de faire ça clairement, noir sur blanc, le but, c'est de communiquer. Vous n'êtes pas en cinéma, là. Hein? Vous avez fait une conférence de communication. Donc, en gros, noir sur blanc, là, c'est sûr et certain que ça va passer. Par contre, ça,
on ne voit à peu près pas. J'ai vu des conférences où c'était rigoureusement illisible parce que le contraste n'avait pas été le même que le contraste que la personne voyait probablement sur son écran. Pour éviter ça, parce qu'il n'y a aucune raison de communication par le bleu puis par le vert, on fait un titre qui est parfaitement bien défini. L'autre chose, c'est que... Et ça existe encore. C'est incroyable. Ça existe encore. Non seulement ça existe encore, mais j'ai vu des cas où c'est assez extraordinaire. La personne va dire, bon, ici, j'ai l'extrait d'une entrevue du terrain que j'ai fait et je vais vous le laisser lire. Bon, vous l'avez lu. On dirait qu'elle est à l'école primaire, là. C'est complètement ridicule. Donc, ça, c'est à éviter. C'est pas ça la fonction du PowerPoint. Le PowerPoint est là pour accompagner le discours, non pas le mimer, non pas le remplacer. Bien sûr, là, il y a des nuances pour chacun des sous-domaines. On pourra y revenir dans la période de questions. Bien sûr, si, par contre, vous avez des extraits d'entrevues utiles, pas longs comme ça ne sert à rien. On vous croit que vous avez fait des entrevues, là. Hein? Il faut sortir l'essentiel de ces choses-là. Et ça peut être un extrait qu'à la limite, vous pouvez lire, mais pas s'il y a 40 lignes, parce que ce n'est pas un argument. Si on vous croit que vous avez interviewé, le but, ce n'est pas de nous recracher les entrevues. Si on veut savoir ce qu'ils disent, à la limite, on va les rencontrer, les personnes. On va écouter l'enregistrement. Hein? Donc, il faut viser un argument. Et donc, en général, le PowerPoint, on ne le lit pas. Moi, j'ai vu des grands conférenciers de renommée mondiale lire au complet un texte comme ça sur PowerPoint. C'est assez surréaliste. Et donc, en général, on ne le lit pas parce que, comme je viens de le dire, c'est un complément à la présentation. Et comme la présentation est 20 minutes, déjà, vous avez un ordre de grandeur que si vous avez un PowerPoint de 20 PowerPoint, vous êtes à côté de la coche, sûr et certain. Là, vous allez me dire, je le sais, non, mais je vais les passer vite, il n'y a pas de problème, je sais que ça va être... Certains d'entre eux, oui, j'en ai 20, mais certains d'entre eux vont durer 15 secondes. Non, je peux vous le dire. Vous pensez qu'il va durer 15 secondes, vous allez être 1 minute à zigonner sur le PowerPoint. Ça, j'ai vu ça 100 000 fois. Ah oui, le temps est passé. Ah bon, OK, donc je vais sauter les autres. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, si vous savez d'avance que 10, bon, quand je dis 15, j'hésite, j'aurais dû mettre 12, mais ça veut dire que si vous êtes absolument convaincu, vous êtes habitué, moi je suis habitué, je sais très bien que je vais mettre le nombre de secondes prévues parce que j'ai l'expérience. Mais quand on n'a pas l'expérience, le temps perdu, d'ailleurs, c'est toujours le temps du début, je vais y revenir. Là, je parle surtout de la technique du PowerPoint. Et donc, en gros, une diapo, hein, c'est 2 phrases de synthèse. C'est court, c'est écrit gros. Ou bien sûr, moi, je fais surtout ça, c'est des tableaux ou des graphiques. Hein? Par exemple, moi, je travaille sur des données quantitatives. Donc, si je montre ce tableau-là, je peux le commenter et c'est clair. Ou bien, je résume en 2 phrases une thèse sur la Belle au bois dormant. J'en parle. Je ne suis pas obligé de reprendre la phrase qui est écrite là. Je peux, si elle est courte, mais je peux la paraphraser. Mais je la montre de façon synthétique et je peux donner une référence en passant, mais c'est tout. Donc, les PowerPoint, au fond, c'est pas pour remplacer, et ça, si en plus il est bien fait, ça va vous guider. Mais il faut qu'il soit très simple, aller à l'essentiel. On le répète toujours, vous allez dire avec raison, nous savons ça, mais curieusement, quand les gens arrivent d'un congrès, ils continuent à refaire des choses habituelles. Même des gens qui ont fait des congrès régulièrement, quand on leur dit que leur 20 minutes est terminée, ils sont toujours surpris qu'au fond, ils n'ont pas eu le temps de conclure. Donc, revenons maintenant au processus. La chose à ne pas faire, à mon avis, pour ne pas perdre du temps, dans une intro, c'est de... Et ça, je vois ça dans plein de PowerPoint. Vous avez vu que dans ce PowerPoint-là, ici, hein, j'ai dit tout de suite comment ne pas faire un PowerPoint, comment faire un PowerPoint. À aucun endroit, je vais donner le plan de ma communication. Un grand nombre de communications de 20 minutes perdent une bonne minute à dire, bien, je vais d'abord faire l'introduction, ensuite, je vais vous présenter ma méthode, ensuite, les résultats, puis ensuite, je vais faire une brève conclusion. C'est évident, non? Vous avez 20 minutes, là. Si vous êtes devant la salle sait que vous allez présenter une thèse, que vous avez peut-être une méthodologie, puis des sources, c'est plausible. Donc, c'est une perte de temps. OK? Donc, on commence
voici, comme j'ai fait, voici ma communication, ça porte sur tel sujet. Les belles au bois dormant est un phénomène bibliométrique important. Ils ne sont pas surpris que je commence avec ça. Ils sont venus m'écouter parce que je parle de la belle au bois dormant. Ils n'ont pas besoin de savoir que je vais faire une intro. OK? C'est une perte de temps. Donc, c'est un PowerPoint inutile sur lequel je compte souvent le temps. 1 minute, sinon 2 est perdu. Il y en a qui en perdent 3. Donc, après l'intro, vous allez dire oui, mais quand même, et ça, c'est ce que j'appelle la manie de la méthode. Les gens prennent parfois 10 minutes pour nous expliquer leur méthodologie. Aujourd'hui, je sais que d'autres ont des visions différentes, donc je vous répète, pour être bien clair, que c'est mon opinion. Il y a des gens qui sont des fanas de la méthode, c'est parfait. Mais en termes de communication, c'est toujours du temps perdu. Pas parce qu'il ne faut pas en parler, parce qu'il faut donner l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire, dans mon cas, j'ai dit, écoutez, j'ai utilisé la base bibliométrique du Web of Science. Point. Quand je suis dans les congrès de bibliométrie, je dis cette phrase-là, ça suffit. J'ai vu des collègues au même congrès qui nous disaient « Ah, vous savez, la base du Web of Science est composée de 8453 revues qui contiennent les sciences sociales. » Et dans un congrès de bibliométrie, tout le monde sait ça par cœur. Okay? Donc, on n'a pas à dire ça. On se dit « J'utilise le Web of Science. » Parce que je sais, si j'étais devant des gens qui ne connaissent pas ça, là, comme vous, je devrais dire, vous savez, la Web of Science, c'est une base de données. Là, je vous expliquerais, mais ça serait autre chose. On ne fait pas ça dans un congrès de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'en plus, si vous allez à l'essentiel sur le plan de la métaux, vous déplacez le temps vers l'audience, qui, si elle, vous tombez sur un maniaque de la métaux, bien, il va poser une question. Mais ça, c'est après le 20 minutes. Il va lever la main. Par exemple, ça m'est arrivé dans un congrès, c'était à mourir de rire, congrès de bibliométrie. Quelqu'un lève la main et dit « Oui, dans la base de données, vous savez, il y a des doublons. Parce que certains articles sont dans la base de sciences sociales, sont aussi dans la base d'humanité. Donc, est-ce que vous avez tenu compte des doublons? » J'ai dit « Oui, évidemment. Point. » En voulant dire, si je n'ai pas incité sa métaux, je suis supposé la connaître, je sais qu'il y a des doublons dans la base de données. Mais je n'ai pas perdu, moi, mon propre temps pour dire une banalité semblable que la base de données doit être supposée de qualité. Okay? Donc, ce n'est pas à moi à dire ça, c'est l'autre. Puis là, je dis oui, vous avez raison, tout le monde sait ça. Donc, j'en ai tenu compte. Next. OK? Il faut que les questions soient utiles. Donc, la méthode, c'est, encore là, y réfléchir avant. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ou bien une étude statistique. Vous dites, bon, j'ai fait un questionnaire de 10 questions sur une échelle de Likert. Point. Si les gens ne savent pas c'est quoi une échelle de Likert, ils ne devraient pas être dans la salle. Ils devraient être dans un autre congrès. OK? Donc, il ne faut pas toujours perdre de temps sur ça. Et ensuite, si vous, au contraire, vous dites, non, moi, je ne suis pas une étude quantitative, c'est une méthode qualitative. Bien, tout le monde sait c'est quoi. Vous avez fait des entrevues? Bon, on a compris. Vous en avez fait 35? Parfait, 35 entrevues. Mais pas oui. Ensuite, j'ai codé mes entrevues. Bien, c'est certain, parce que si tu me fais une analyse de texte, tu as codé les entrevues. J'ai codé ça en 8 coches, puis là, j'ai eu de la difficulté parce qu'il y a des cas qui n'étaient pas clairs, puis il y a toujours des cas flous. Tout le monde sait ça. OK? Fait que moi, je dis, tu as 20 minutes, c'est pas ça que tu dis. Tu dis, j'ai fait 40 entrevues, et je les ai analysées avec les catégories, la théorie ancrée ou n'importe quoi que vous voulez. Vous dites ça. Et là, ce qui est important, c'est les résultats. Fait que là, si vous avez 15 minutes ou 13 minutes, parce que, bon, j'ai pris à la limite une pour l'intro, j'ose dire 5 pour vous faire plaisir sur la métaux, il en reste quand même 14. Donc, 12, où là, vous présentez vos arguments, qui sont basés, bien sûr, sur ce qui était avant. Vous présentez vos arguments. Et la conclusion, c'est surtout pas de dire, bien, voyez-vous, je vous ai présenté ma méthode, je vous ai dit mon intro, puis je vous ai donné les résultats, puis j'ai conclu. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans des articles qui concluent en nous répétant ce qu'on fait avant. On n'est pas Alzheimer. Ça fait juste 20 minutes qu'on est dans la salle. Donc, on ne conclut pas. On conclut sur une phrase choc. Bon, j'ai démontré que, contrairement à ce que disait Pierrette, telle chose est vraie. Là, et là, les questions vont arriver. Et là, vous dites oui, effectivement. Parce que là, le classique, hein, ça, c'est... Moi, ça m'insupporte. Les gens vont lever. Oui, vous n'avez pas parlé de telle affaire. Non, effectivement, j'ai 20 minutes. Mais comme vous posez la question, je vais en traiter. Et vous, donc, il faut vous concentrer sur votre démonstration. Vous devez convaincre l'audience, pas par la méthode, par les arguments. Puis ensuite, si les arguments ne sont pas convaincants et qu'ils reposent vraiment, par exemple, si vous dites, bon, j'ai fait une régression, tout le monde va comprendre, j'ai fait une régression. Donc, j'ai fait un modèle de régression. La phrase modèle de régression, les gens comprennent, vous avez des variables, vous avez mis ça dans le programme, ça donne des corrélations, et vous avez trouvé des variables corrélées à 0,05. Ça, c'est des phrases qui sont suffisantes.
Vous n'avez pas expliqué c'est quoi une corrélation. Hein, s'ils ne savent pas, comme je dis, ils ne devraient pas être dans la salle. Donc ça, c'est des éléments de présentation qui fait que vous optimisez votre argumentation qui, bien sûr, en termes de temporalité de la recherche, la temporalité de la recherche n'est pas la même que la temporalité de la présentation. Dans la recherche, vraiment, la méthode, la collecte de données, c'est ça qui prend du temps. Hein? C'est ça qui est compliqué. On sait qu'il y a du nettoyage à faire, il n'y a pas de données propres, il y a de l'interprétation. Tout le monde sait ça. Ensuite, le travail, c'est de donner un récit à ça, une construction argumentée en fonction de vos disciplines. Si c'est de l'histoire, on est plus proche d'un récit structurel. Si c'est des stats, là, c'est des tableaux, etc. Donc, ça dépend des disciplines. Mais dans tous les cas, l'intro, c'est vraiment de dire « je travaille sur ça parce que j'ai une question ». Donc, dans l'intro, qui remplace le plan, c'est de dire « la question, c'est la suivante. Est-ce que oui ou non, tel phénomène, ou comment se fait-il que des travaux sont inconnus pendant X années et on les découvre après? Ça s'appelle des belles au bois dormant. J'ai étudié ça sur un corpus donné. » Aussitôt que vous ouvrez la bouche, les gens sont dans le sujet. Ils ne sont pas dans le préambule de pourquoi vous avez fait ça, parce que votre belle-mère vous encourage à le faire. C'est gentil, mais en 20 minutes, c'est une perte de temps. Toujours, je répète, caveat, à mon avis. Vous pouvez continuer à faire le contraire. Je n'irai pas à vos communications, mais ce n'est pas trop grave. Donc, le plan, le contenu. Maintenant, dans la pratique. Ce qu'on voit souvent, bon, les gens sont un peu nerveux, les choses à éviter, j'ai tout vu ce que je vous écris là, c'est comme un genre de synthèse. Les gens, des fois, vont avoir des notes dans les mains. Puis là, ils vont avoir soit le micro d'une main, puis là, les notes, puis ils vont tourner des pages. Ça, c'est une catastrophe parce que statistiquement, ça va tomber à terre. Là, ça tombe à terre, fait que là, un instant, puis là, il faut que vous contrôliez votre environnement. Et contrôler votre environnement, ça veut vraiment dire le contrôler. Par exemple, si vous dites, OK, j'ai un micro fixe sur une table, ça arrive dans des congrès, on est assis, le micro est devant nous. Ça, et ici, j'ai insisté d'avoir un micro dans les mains. Pourquoi? Parce que comme j'ai un micro dans les mains, je peux bouger sans que ça affecte le son. Je suis allé à un congrès international il y a une bonne dizaine d'années, et j'étais assis vers le milieu ou un peu loin derrière, mais pas en avant. Et la personne était était donc devant un micro fixe. Et les micros fixes étaient dans une direction quasiment opposée à la personne, et la personne parlait. On comprenait rigoureusement rien. Mais les gens dans la salle étaient polis. Moi, je ne suis pas poli. Après 5 minutes, je me suis levé debout, j'ai marché tranquillement, je suis allé devant, j'ai pris le micro, j'ai mis devant la bouche, j'ai dit « Maintenant, vous pouvez parler, on va vous écouter. » Parce que ça ne servait à rien de l'écouter, on ne comprenait rien, parce qu'elle n'avait pas compris, elle ne contrôlait pas son environnement. Le micro, et tu parles là, ben oui, mais Coco, le micro, il faut que tu parles dedans. Et le problème de micro fixe, c'est quand vous allez commenter un PowerPoint, vous allez dire « Il y a un PowerPoint, là, je vous montre. » On ne comprend plus rien, parce que vous ne parlez plus au micro. C'est banal, ce que je vous dis. Mais le diable est dans les détails, puis une bonne communication, c'est de contrôler. Le problème, c'est qu'effectivement, si vraiment le micro est fixe, c'est un problème, parce qu'il faut s'assurer qu'on parle au micro, puis là, vous allez avoir un torticolis. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut, mais il faut aller à la limite, si vous avez les PowerPoints devant vous, puis vous n'êtes pas obligé de vous tourner pour les regarder, vous allez garder le contrôle. Quand je dis contrôler l'environnement aussi, c'est éviter les tics. Et ça, les tics, là, il y en a toutes sortes dans les congrès, et ça déconcentre les gens de façon extraordinaire. Le plus classique, bien sûr, c'est quelqu'un qui veut boire une goutte d'eau. Il a soif, fait que, il va d'abord terminer sa phrase, puis ensuite, il va continuer une autre phrase, mais finalement, il ne boira jamais. Mais pendant ce temps-là, il n'y a plus personne dans la salle qui écoute ce qu'il dit. Il dit, OK, va-t-il boire une goutte d'eau? Ce que je dis est vrai. Donc, 20 minutes, là, à moins que vous ayez un problème, vraiment un problème d'assèchement, on prend une goutte d'eau avant, là, puis on oublie ça en 20 minutes, de commencer à prendre. Ça prend 5 secondes, mais c'est parce que personne, en plus, très peu. Il y en a qui ont le rythme, parce que faire une communication, c'est aussi avoir le rythme. Tu peux effectivement savoir que là, tu vas terminer une phrase et tu vas avoir le temps de prendre une goutte d'eau sans que ça brise le récit, que ça brise le déroulement de la conférence. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Il y a ça dans les mains, puis là, quand est-ce qu'il va le renverser? Parce que c'est... Donc, il faut dire... Si on a ce tic-là, ça peut arriver. On dit, OK, je veux pas de verre sur ma table parce que je vais le prendre dans mes mains.
Donc, il faut s'assurer. Une autre chose, c'est d'éviter les mains dans les poches qui fait brasser ces scènes, là. Tout ça existe. Il faut y penser avant, puis OK, là, il faut que je concentre les gens, je m'occupe d'autres. Comme vous allez avoir un PowerPoint, souvent, il faut aussi éviter d'être à la merci de cette technologie. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez prêt à dire, bon, comme d'habitude, ça ne marchera pas, le PowerPoint, en toute probabilité, ou ça va s'éteindre. Il ne faut pas se laisser désarmer par ça. Vous connaissez votre communication. Il faut vous rebondir en disant, bon, j'avais un tableau, mais au fond, le tableau vous montrait quoi? Le tableau vous montrait qu'effectivement, dans le cas du phénomène de la boîte et bois dormants, les courbes sont à 0 pendant 30 ans et ils montent de façon systématique, sans qu'on sache pourquoi. Ça fait une courbe un peu coupée que je vous aurais montré si le système marcherait. Mais j'ai vu des gens complètement désemparés devant le fait que leur PowerPoint ne marche pas. Or, on est encore, malgré l'électronique, le papier, ça existe encore. Les imprimantes, ça existe encore. Donc, vous avez tout ça sur papier devant vous. Au pire, vous tournez le PowerPoint en disant, écoutez, là, ce que j'ai à vous dire, c'est ça. L'autre élément de contrôler l'environnement, c'est vous concentrer sur votre audience et vous ne vous occupez pas de l'environnement. La chose la plus que je trouve, moi, irritante, c'est que les gens parlent et là, quelqu'un rentre. Fait que là, quelqu'un rentre, c'est pas ton problème, toi. Toi, tu es en train de parler à quelqu'un, que les gens rentrent dans la salle, tu n'as pas à lâcher l'audience avec laquelle tu es en communication pour regarder qui rentre, qui est une façon de dire comment ça fait que tu arrives en retard, toi, là. Donc, c'est des détails, mais qui sont un peu irritants et les gens se laissent déconcentrer. Par exemple, ça peut arriver dans des conférences qu'une des personnes de l'audience arrive avec son petit enfant se met à parler ou au pire à pleurer. Bien, je vous dis, vous ne cherchez pas qui est dans le coin, là, vous faites votre communication. Vous n'avez pas à vous faire déranger parce que la personne, au bout de 5 secondes, on le sait qu'elle va sortir de la salle avec son petit merdeux. C'est sûr. Hein? Donc, vous n'avez pas à... Vous vous occupez de votre audience pendant 20 minutes. C'est, à mon avis, la chose à faire. Donc, vous voyez, même moi, je peux vous faire ça pratiquement en 20 minutes. OK, ce qui nous amène donc à la période de questions. Si vous avez commencé votre communication déjà correctement, en disant « Voici, j'étudie tel phénomène pour telle raison, avec telle méthodologie, voici mes résultats, voici ma conclusion. » Ça n'a aucun problème de le faire en 20 minutes, il n'y en a aucun. Parce que ça va vous obliger à dire « Oui, cette thèse-là, ce n'est pas la plus importante, je ne la présente pas. » Et donc, c'est au moment des questions que là, vous allez avoir ces questions qui vont aller dans le détail. Et vous allez donc utiliser plutôt les minutes de l'audience plutôt que les vôtres pour répondre à des compléments de questions. Une chose que je suggère, personnellement, moi j'y crois, mais j'ai failli d'ailleurs faire l'erreur. J'ai fait une conférence il y a 2 jours où j'ai failli faire cette erreur-là, mais comme j'ai le réflexe, je ne l'ai pas fait. L'erreur, c'est la suivante. Quelqu'un pose une question et bonne question. Très bonne question. Ça, on dit ça régulièrement. C'est comme pour se donner un peu de temps pour trouver la réponse. Le problème, à mon avis, en termes communicationnels, c'est ça peut être aussi perçu comme un peu condescendant. Vous avez posé une bonne question. Ça veut dire que, au fond, je pensais que vous étiez conne, puis vous m'auriez posé une question stupide, mais effectivement, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça de vous. C'est pas c'est pas évident, mais c'est pas exclu que... Parce que moi, quand quelqu'un me dit « bonne question », je dis « OK, qu'est-ce que tu penses? Que je ne pourrais pas poser des bonnes questions? » Réponds à la question, point à la ligne. Dis-moi pas c'est bon, je ne te demande pas de juger de l'état de ma question. Je te demande de répondre à ma question. Donc, ça m'est arrivé avant hier. J'avais une question auquel je n'avais pas pensé et il m'est venu à la tête de dire bonne question. Bien sûr, j'ai vu le réflexe. Je n'ai pas dit ça. Non, tu ne dis pas ça. J'ai dit oui, effectivement, je n'ai pas analysé cet aspect-là dans ce que je vous ai présenté, mais on pourra le faire, puis effectivement, ça me donnera un autre type d'information, mais bon, je ne l'ai pas fait pour cette communication. Donc, j'ai répondu à la question. Mais je n'ai pas commencé à lancer des fleurs. Donc, ça a l'air d'un détail, mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit que ce qui semble une banalité, oui, bonne question, ça peut être perçu. En plus, vous venez de perdre 10 secondes. Vous allez dire, je suis obsédé par le temps, mais le temps, c'est ce qu'on nous donne, fait qu'il faut l'utiliser
du mieux qu'on peut. Voyez-vous? Donc, je vous ai présenté quasiment un peu plus long que 20 minutes les éléments de ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi, surtout, peut-être implicitement, ce qu'on peut faire pour optimiser le temps qui nous est imparti. Et donc, sur ce, je vais répondre à vos questions, si vous en avez. J'ai fini. Donc, vous devinez que déjà, avec les couleurs qui délirent, mettre des animations, mais ça, parce que c'est aussi prendre un risque, que ça ne marche pas ou que ça réponde. Et certains pourraient être dérangés un peu par ça. Tu sais, les petits comiques, là, il faut avoir un sens de l'humour dans le monde académique. On est un peu post-moderne, tu ne vas pas trop se prendre au sérieux. Donc, oui, c'est bien. Et les lettres qui tombent, là, puis... Moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça nous divertit. On a 20 minutes, là, on présente des résultats, puis on discute de choses savantes. On n'est pas à l'école primaire, où là, on devine que le petit gars, il est le fun, il voit, il est tombé. C'est correct, mais on n'est pas à l'école secondaire, mais là-dessus, on peut me trouver trop rigoriste. Mais non, effectivement, je ne suis pas un partisan de tout ce qui complexifie les éléments du message. En plus, dans les éléments du message, ça, c'est une chose que je n'ai pas dite, justement, qui est utile pour dans la discussion, c'est que dans un graphique, bon, je vous ai présenté un graphique relativement simple. J'ai fait du travail avec certains de mes collègues et une fois, on préparait un article et mon collègue me présente un graphique avec à peu près 10 informations dedans. Je regarde ça, je dis, c'est complètement illisible. On enlève ça de là. Il y avait, mais gars, il y a telle information, on peut lire telle... Je dis, non, mais ça n'a aucun bon sens. Un graphique, il faut que tu le lises et tu comprennes tout de suite ce qu'il y a dedans. S'il y a 8 couleurs, des chiffres par-dessus, des écarts, là, tu dis, OK, c'est quoi qu'il faut que je retienne de cette affaire-là? Vaut mieux étaler ça dans des tableaux différents. Il y a un tableau où vous allez dire, regardez, je vous ai bien montré que, je ne sais pas si ça marche ici, normalement, si j'avais un pointeur, je pourrais dire, voyez bien que la courbe qui est en pointillé était à peu près à 0 pendant 30 ans et qu'en 1966, soudainement, il y a une montée. Okay? Donc là, c'est prêt, c'est clair. Ensuite, je peux mettre une autre figure qui va montrer une autre information. Donc, le graphique ne doit pas contenir 5 informations. Il doit contenir essentiellement le message que vous voulez montrer. C'est ça le but de la communication. Donc, plus c'est simple, mieux c'est. D'ailleurs, vous savez, en anglais, ça s'appelle le KISS Principle, hein, le principe KISS. Keep it simple, stupid. Et KISS Principle, là, c'est la bonne communication. Compliquons pas les choses simples. Et les gens dans l'audience qui voudront compliquer, bien, ils poseront la question. Ils disent, oui, effectivement, on aurait pu tenir compte, mais j'ai démontré ça ailleurs dans un autre article où je ne l'ai pas fait encore, puis je le fais l'année prochaine quand je vais avoir du temps. On ne peut pas tout faire. Parce que c'est normal, dans la période de questions, presque toujours, les gens veulent montrer qu'ils en savent plus que nous sur notre sujet. C'est correct, mais il faut traiter ça avec politesse, sauf si eux-mêmes deviennent impolis. Là, il faut user d'ironie, idéalement, ou de silence. La question de la lecture. Premièrement, la question de la lecture des textes. Bon, si vous avez une communication de 20 minutes, le texte, s'il est double interligne, ne peut pas dépasser 10 pages. S'il dépasse 10 pages, là, vous ne ferez pas ça en 20 minutes. Oh, mais à la fin, je vais lire plus vite. Non. Il n'ira pas plus vite. Les mondes, c'est pas ça le but. Donc, si vous lisez, bon, effectivement, là, c'est pour ça que je dis qu'il faut contrôler son environnement. Au fond, les personnes qui se sentent insécures de perdre le contrôle du déroulement peuvent lire un texte, parce qu'au moins, ils ne diront pas oui, j'avais des statistiques, là, mais je les ai oubliées parce que là, je suis nerveux. Bon, c'est aussi bien de lire un texte. Okay? Donc, ce n'est pas interdit de lire le texte. Ce n'est pas l'idéal, mais j'ai vu des gens, et d'ailleurs, la lecture des textes, c'est une tradition très forte en histoire. Les historiens lisent des textes. Bon, moi, vous allez dire, je ne suis pas historien, donc je ne lis pas de texte. Mais c'est correct. J'ai vu d'ailleurs des conférenciers lire des textes. C'était extraordinaire parce que tu disais, mais c'est incroyable, il lit un texte et si je me ferme les yeux, je ne m'en aperçois pas. Donc, c'est correct de lire un texte quand on s'est pratiqué et qu'on a le rythme.
et qu'on sait, donc il vaut mieux avoir 9 pages mais surtout pas 15 pages. C'est impossible de passer 15 pages en 20 minutes. Les gens vont être morts de rire quand à la fin, vous allez... J'ai vu des gens, d'ailleurs, se mettre à lire vite. C'est pathétique. Donc, oui, vous avez raison. Il faut dire, oui, j'ai mon texte, surtout un texte historien. Les sociologues sont moins portés à lire un texte parce que c'est moins un récit qu'un argument structuré. Et l'important, c'est de préparer pour avoir le 20 minutes. Donc, si vous lisez le texte, vous commencez en disant « Je travaille sur ça pour telle raison, avec telle méthode. Voici mes résultats, voici ma conclusion. » Point. Pas de choses qui brûlent vos secondes qui partent déjà suffisamment rapidement. C'est pas mon domaine, donc je m'y connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement être un peu zen. Moi, par exemple, moi, j'ai un défaut de langue. Moi, je bégaye. Okay? Peut-être que ça ne s'aperçoit pas, là, mais moi, je bégaye. Donc, ça veut dire que quand je dois parler, il faut que je me mette dans un état de calme absolu. Si je suis stressé ou fatigué, ça m'arrive des fois, je dois faire une émission, je suis fatigué, là, ça va être une catastrophe. Je ne serai pas capable d'enligner 2 mots, un après l'autre. Donc, c'est toujours la même chose. Hein? Il faut enlever la pression sur la cage thoracique. Là. Moi, je ne sais pas si vous faites du zen ou de la thérapie, là, mais je ne m'y connais pas. Moi, je sais gérer mon handicap, mais c'est tout. Le problème des photos, c'est qu'il faut toujours, pour répondre à ça, il faut se ramener à dire, OK, quel est mon objectif? J'ai 20 minutes, je veux convaincre les gens d'un argument. Donc, mon but, c'est de focaliser sur cet argument-là. Fait que si vous avez 2-3 images qui confirment votre argument, c'est correct. Et effectivement, comme j'ai dit, 10-12, ça dépend si vous savez d'avance que vous ne commenterez pas très longtemps. Donc, vous pouvez en avoir 3-4 de plus. Mais la question dans le cas que vous soulevez, c'est de se dire, bien là, si je leur montre plein d'images qui n'éclairent pas mon argument, ils vont regarder ça, puis pendant ce temps-là, ils ne m'écouteront pas. Donc, il faut que vos images éclairent. Je n'ai pas obligé de commenter longtemps, mais s'ils ne servent à rien, et ça, d'ailleurs, on voit ça... J'essaie de me rappeler où, mais j'ai vu ça souvent dans des... Ah oui, dans des articles d'histoire des sciences, on met des images. Puis là, tu te dis, mais ça ne sert à rien. Par exemple, j'ai un très bel exemple qui me revient en tête. J'ai un collègue d'une autre université que j'ai invité... je donne toujours des exemples réels pour qu'on voit bien que je n'invente rien. C'est pas une preuve, là, mais... qui est venu donner une conférence ici et... il l'a donné à 2 endroits. Donc, je suis allé aux 2, je l'accompagnais. Et c'est un texte d'histoire. Donc, il lisait un texte. Donc, c'était OK, parce que lui, il lit des textes. Mais il nous montrait des images. Puis là, je dis, regarde, là. Puis la deuxième fois, évidemment, comme je prévoyais, les images ne marchaient pas. Parce que là, lorsque vous avez un PowerPoint que vous avez fait sur Macintosh, puis vous avez un congrès où ça va être PC, poup, la moitié des images vont disparaître. Fait que lui, il arrive chez nous, présente son PowerPoint, image disparaît. Fait que là, déstabilisé, fait que là, je suis intervenu, j'étais président de séance, je dis, écoute, tes images, là, c'est les photos de tes acteurs. On s'en fout. C'est pas parce qu'on ne voit pas la face de Galilée. Donc, oublie ton PowerPoint, là, continue à lire ton texte. Donc, lui, il était pris par le fait de nous montrer l'image de Galilée. Bien, Galilée, on s'en fout. Hein? Veux-tu voir la face de Galilée? C'est pas utile à ton argument. Donc, les images, il faut qu'ils soient utiles à l'argument et pas quelque chose d'accessoire. Pour une conférence savante, j'entends. Pas pour amuser les enfants d'école, là, oui, c'est utile. Je pense que c'est pas efficace parce que si vos sources sont importantes, vous les avez dit dans la métaux. Parce que vous avez la conclusion, elle peut ouvrir sur même genre, je ne sais pas. Maintenant que j'ai démontré ça, ça pose une question nouvelle qui est telle question et que, bon, que je suis en train d'étudier ou n'importe quoi, mais surtout pas de résumer. Au fond, c'est de résumer ce qu'on a fait dans 15 minutes. Un cours de 3 heures, on peut comprendre. Mais 20 minutes, c'est vrai que l'âge moyen des chercheurs augmente, mais ils ne sont pas encore Alzheimer. Traduction simultanée, là, ça, là, c'est problématique parce que moi, quand je fais une conférence, si c'est français-anglais, je parle anglais. Je ne veux pas être traduit. Puis quand il y a une traduction en français, je me dis, bien, ça, c'est une catastrophe. Là. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle. Si vous voulez dire par là la question, je pense qu'on n'a pas de contrôle sur ça, donc, à mon avis, on ne s'en occupe pas. Si ça vient d'une question, bien là, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du chinois, bien là, c'est l'autre qui va vous le dire. Mais donc, je dirais qu'on n'a pas
prise sur la traduction simultanée. Donc, je n'ai pas d'idée de ce que je ferais. Moi, je ne m'en occuperai pas. Moi, je donne ma conférence, puis je ne vois pas comment intervenir. Si il y a des lieux, par exemple, je suis allé à Ottawa faire une conférence où il y avait 2 écrans, où ils voulaient justement, tu sais, le PowerPoint en français, puis le PowerPoint en anglais. J'ai dit, écoutez, moi, là, je suis occupé. C'est ça mon PowerPoint. C'est les gens bon. Donc, c'est un choix qui est individuel, là. Mais effectivement, s'il y a 2 écrans qu'on vous dit ça, vous mettez... Parce que si vous présentez votre PowerPoint, il y a peut-être de la place ici pour le mettre en anglais. Vous pouvez le mettre bilingue. Donc, ça dépend, effectivement. Si ça rentre dans... Ici, il n'y aurait pas de problème. Il suffirait de mettre un titre en anglais en dessous. Donc, il y a moyen, vous voulez dire, dans la présentation pour aider. Mais bon, mon expérience, c'est que c'est toujours problématique que ceux qui ne comprennent pas une langue ne comprennent pas une langue. Y compris le français au Canada. C'est que normalement, si vous avez 20 minutes, vous avez 10 minutes de questions. À mon avis, stratégiquement, l'intérêt pour vous d'aller avoir une présentation, c'est d'avoir des questions. Comme moi, là, je présente en général brièvement, avec des arguments un peu massus, pour que là, j'ai des réactions. Et là, je dis, ah bon, c'est intéressant ça. Là, je vais avoir des choses. Donc, à cause de cette stratégie-là, de dire le but, moi, c'est d'apprendre de vous, c'est pas de parler pendant une demi-heure. Et donc, moi, j'y vais pour des réponses courtes, qui vont à l'essentiel. Encore une fois, aller à l'essentiel dans une réponse, c'est pas rappeler des banalités, c'est quand, par exemple, l'autre qui me dit, et souvent, ça va faire rire. Je me souviens des conférences où le gars, parce que il pose sa question, donc il veut montrer qu'il en connaît. Donc, oui, vous avez montré telle affaire, vous avez dit telle affaire, blablabla. Donc, il commente. Puis, à la fin, il dit, oui, pensez-vous telle affaire? Je réponds, oui. Là, les gens rient, bien, c'est sa réponse. Le reste, un commentaire. Pourquoi je dirais... Donc, je veux, moi, optimiser le temps donné aux autres et non, moi, pas continuer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu cherches à optimiser. Là, j'exagère avec le oui, c'est le cas extrême. Mais si vous parlez 5 minutes à une question, les gens vont être frustrés. Ils vont dire, bien là, on n'a pas le temps de poser des questions. Donc, moi, 1 minute, c'est long, 1 minute. Hein? 300 secondes, là, vous avez le temps de dire des choses. Si c'est construit, si c'est argumenté, vous savez, normalement, vous ne devriez pas être pris au dépourvu. Vous connaissez votre domaine. Fait que vous dites, tang, tang, tang. Donc, moi, j'irais plus pour maximiser le nombre de réponses qu'au fond, brûler tout le temps. J'ai vu ça dans des congrès où j'étais assez fâché, où il y avait une question parce que l'autre répondait sans fin, un peu à côté de la coche, et probablement d'ailleurs pour brûler le temps. C'est une bonne stratégie. Vous ne voulez pas de 2 questions. Vous prenez la première puis vous brûlez le temps avec. C'est un cas qui est différent. C'est qu'effectivement, si vous dites, bien là, je vous présente un work in progress, donc là, vous allez avoir plus de temps pour la métaux, vous n'avez pas de résultat. L'idée de dire, moi, la métaux, c'est l'essentiel. Parce que en métaux, là, il n'y a pas 46 méthodologies. Il y a du qualitatif, il y a du quantitatif. Dans le qualitatif, il y a les entrevues, il y a de l'ethnographie. Hein? Il y a de l'analyse de texte maintenant par ordinateur, mais il n'y a pas 8500 métaux. On sait c'est quoi le métaux. Par contre, vous n'avez pas de résultat, là, vous allez insister plus peut-être sur vos hypothèses pour dire, bien, on pense telle affaire, donc on a construit ça de telle façon. Donc, ça va être plus ce que vous présumez devoir trouver, parce que vous n'avez pas de résultat. Mais bon, c'est pas idéal de présenter juste, à la limite, je dirais, attends l'année prochaine, puis tu présenteras des résultats. Mais oui, effectivement, tu prends le temps pour parler... À moins que la méthodologie soit hyper innovative, que les gens dans la salle ne la connaissent pas, là, là, vous êtes dans un congrès de méthodologues, bien là, on est dans une autre paire de manches. Tu n'es pas dans des congrès d'historiens ou de sociologues ou de gens en éducation qui présentent des résultats. Justement, en éducation, j'avais vu une conférence, justement, qui était... Je nomme personne, pas de problème, qui était présentée au CIRS. Au CIRS, on avait 45 minutes. Mais ils ont quand même perdu un gros 20-25 minutes sur la métaux. C'est une catastrophe. Parce qu'on s'en fout. C'est sûr qu'il y avait un questionnaire, mais ils ont perdu. Pour nous dire des choses là, complètement banales. Bon, j'ai été poli, j'étais bien élevé, j'ai laissé faire, mais j'avais envie de dire, là, non, on arrête, là. Donne-nous les résultats. Pourquoi? Parce que si les résultats sont problématiques, là, je vais peut-être dire, c'est curieux que tu obtiennes ce résultat-là. Et là, je vais revenir sur la métaux. Uniquement si je vous trouve les résultats surprenants, eu égard à ce qu'on pourrait penser autrement, telle chose. Donc, effectivement, si vous n'avez pas de résultat, présentez la métaux.
là, on est dans une autre affaire, effectivement, qui est le cadre théorique, la problématique. Fait que là, vous pouvez insister davantage sur la problématique. Pourquoi vous êtes dans tel cadre théorique, tel contexte d'analyse? Parce qu'effectivement, quand on parle de résultats, il faut faire attention, il y a des niveaux types de résultats. Il peut y avoir des résultats théoriques. Si vous faites une analyse comparative de Luhmann et Bourdieu, bien, on devine que vous avez lu tous les textes et vos résultats, en guillemets, bien, c'est des résultats théoriques. On comprend bien que je n'entends pas par résultat uniquement des choses empiriques. Mais si vous n'avez pas de résultat dans le sens même le plus général, bien là, effectivement, vous allez présenter votre problématique seulement. Mais je dirais que ce n'est pas idéal, parce qu'on dit, bien là, tu nous laisses sur notre faim. Ben, donc, je me dirais plutôt, je n'irai pas à un congrès où on me présente des problématiques sans résultat. Je trouverais ça problématique. Ça revient à savoir à quelle audience vous avez affaire. Mais c'est certain que si vous commencez votre présentation, on dit, bien, moi, je me suis fondé sur la théorie de Bourdieu. Dans la théorie de Bourdieu, il y a le concept de champ, il y a le concept de capital. C'est de valeur, mais moi, j'ai tendance à dire que je suis allé présenter des résultats. Je ne suis pas allé donner un cours de sociologie 101. Et donc, tout bad, c'est du monde dans la salle qui arrive à la fin. C'est qui Bourdieu? Ben, dit, allez à la bibliothèque. Je l'ai déjà fait, ça. Je m'excuse, à la bibliothèque. Je ne suis pas ici pour présenter des choses banales. Donc, encore une fois, c'est de dire c'est quelle est. Par contre, si vous allez à une audience, vous faites une conférence de vulgarisation, vous allez ne faire que présenter, ben oui. Mais donc, vous dites, mon cadre théorique, c'est Luhmann. Si quelqu'un dans le camp dit, ah, c'est qui Luhmann? Ben là, va voir une autre conférence parce que c'est pas une présentation. Donc, c'est pas, comme vous venez de dire, votre but, c'est pas de dire c'est qui Luhmann. Hein? C'est pas ça votre but. C'est pas de faire une biographie de Luhmann. Si vous êtes dans un congrès d'histoire de la sociologie, vous leur présenterez une biographie de Luhmann, c'est correct. Et ça va vouloir démontrer que si Luhmann a dit telle chose parce que sa mère l'a battu à 10 ans, bon, ça, c'est correct. C'est une thèse forte. Mais donc, oui, toujours l'audience. Et en plus, qu'est-ce que vous voulez dire? Je reviens à l'idée. C'est quoi votre message? Je vais là au congrès, je dis, moi, là, j'ai une thèse à présenter. Comme je dis, moi, j'ai une émission de 6 minutes. Fait que quand j'arrive là, je dis, moi, je sais exactement ce que je vais leur dire. J'ai 6 minutes. Et là, j'ai des messages. Oui, mais dans votre dernière chronique, vous n'avez pas parlé de telle affaire. Je réponds, oui, je vous remercie. Non, je n'en ai pas parlé. Pourquoi? Je vous répète, j'avais 6 minutes. C'est poli, mais ça rappelle une chose banale. Donc, vous devez vous dire dans le miroir, c'est quoi ma thèse? Et là, dire, je n'ai pas parlé de ça parce que je l'ai présupposé. Si vous me donnez 1h30, ça va me faire plaisir de commencer par les concepts fondamentaux de la théorie de Luhmann. Donc, il faut vraiment vous préparer pour contrôler le maximum du message. Gérer les questions, ça dépend. Si un président de séance, bon, c'est lui qui va dispatcher les questions. Mais effectivement, là, on tombe dans le code de politesse. Hein? Par exemple, la dernière fois que j'avais fait la conférence, il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand quelqu'un, à la période de questions, vous harcèle, parce qu'elle avait vraiment été harcelée par des questions qui quasiment disaient qu'elle était idiote, etc. Bon, je dis là, on tombe dans des gens qui sont impolis. Il faut rester calme. Il ne faut pas écouter ça. On n'a pas entendu ça. On a répondu sur le contenu. Pas, comme je dis, il ne faut pas aller au 2e degré. Commencer à dire pourquoi vous dites ça. Il dit quelque chose. Ça m'est arrivé, par exemple, dans un congrès. Bien là, c'était une conférence polémique. Ce n'était pas une conférence savante, c'était vraiment une conférence polémique. Donc, mon but, c'était de frapper dedans. Donc, j'attendais réponse. Fait que là, quelqu'un vient au micro, il dit, oui, au fond, vous êtes le Jeff Fillion, à l'époque. Jeff Fillion, vous êtes le Jeff Fillion de l'université. Puis, il continue sur autre chose. Je réponds, je fais référence à rien sur ce qu'il vient de dire Jeff Fillion, je réponds à ce qu'il vient de dire sur le contenu. Donc, j'ai dit, bon, vous soulevez tel problème, la réponse à ça, c'est telle réponse. Mais je n'ai pas commencé à dire, oui, non, je ne suis pas le Jeff Fillion, ou c'est une insulte. Je n'ai pas embarqué là-dedans. Et donc, c'est pareil. Si quelqu'un est ironique en disant, oui, mais vous ne semblez pas connaître la nouvelle méthode d'analyse mixte. Fait que là, vous dites, bien, j'ai analysé mes données en fonction des outils nécessaires pour conclure ma thèse. Donc, oui, j'ai fait des statistiques parce que ma question était quantitative. Mais bien sûr, si on veut répondre à d'autres questions, on va utiliser d'autres méthodologies. Et en étant neutre comme ça, l'audience va comprendre que l'impoli, ce n'est pas vous, c'est l'autre. Donc, ça, c'est une chose importante. L'audience, là, c'est à elle que vous parlez. Elle est un peu abstraite. Ça veut dire que dans une argumentation, dont je viens de faire paraître un livre avec des étudiants qui s'appelle « Controverse ». Accords et désaccords en sciences humaines et sociales. Donc, un peu de pub. Mais l'intérêt de ce livre-là sur les controverses, c'est justement de démontrer que lorsqu'il y a un débat, en apparence, on veut convaincre
Le collègue qui, lui, évidemment, c'est un dialogue de sourds parce qu'il reste convaincu que vous n'avez rien compris. Mais au fond, ce n'est pas ça qui se passe. Dans un dialogue, dans une audience, c'est l'audience que vous voulez convaincre. L'audience, quand elle sort, elle dit « Oui, la question de Coco était stupide. » Et lui, il a bien répondu. Les gens qui votent, en guillemets, avec leurs pieds, c'est l'audience, alors que celui qui a posé la question, vous savez qu'il ne changera probablement peut-être pas d'avis parce qu'il est contre cette problématique-là, etc. Donc, vous lui répondez poliment pour atteindre l'audience. Et vous ne tombez pas dans son piège de ad hominem, l'argument classique. Dans les questions, les gens veulent que vous fassiez ce qu'eux aiment faire. Ça, c'est normal. Ah, c'est comme dans les articles. Ah, vous auriez dû étudier telle chose. Je ne l'ai pas fait, donc si ça vous intéresse, faites-le. À la limite, si quelqu'un pousse le bouchon, mais là, il faut être capable... Ça revient un peu à ce qu'un autre disait, un peu si quelqu'un est un peu mal à l'aise, il est mieux de contrôler son message. Mais s'il est à l'aise et qu'il est capable d'avoir des réparties assez vite, là, il peut voir que si l'autre pousse le bouchon, là, il peut répondre assez sec en disant, bien oui, c'est une étude intéressante, mais vous devriez la faire. On va leur dire, mais demandez-moi pas de le faire, moi j'ai fait autre chose. Posez-moi des questions sur ce que j'ai fait. Hein, ça, c'est une chose importante de la critique, c'est que si vous critiquez un texte, critiquez-le pas pour dire, ah, il aurait dû étudier telle autre chose. Bien non, il a étudié ça. Donc maintenant qu'il a étudié ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que la méthode qu'il a prise pour étudier ça est la bonne? Oui, bon. Est-ce que la conclusion qu'il en a tirée est la bonne? Non, bon, tapez dessus. Mais pas dire, ah, il n'a pas étudié, ah, il n'a pas pris une méthodologie qualitative. Non, parce qu'il veut du quantitatif. Il fallait le quali. Donc la manie d'imputer aux autres qui devraient faire ce que nous, on veut faire, il faut le dire. Non, ce n'était pas la question que j'ai posée, mais elle est légitime. Donc il y a moyen de rester poli. Puis d'autres questions? Commentaires? Ouais, on a le timing parfait. Il est 1h28. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, gênez-vous pas. S'il y en a qui pensent qu'au contraire, il faut commencer avec le plan, un peu tout ça, vous avez le droit d'y croire, mais je vous garantis que statistiquement, vous allez défoncer votre 20 minutes en 25. Et pour conclure, je vais vous dire que si vous n'êtes pas conférencier, mais président de séance, je pense que dans des congrès, la personne la plus importante, c'est le président ou la présidente de séance. Et il y a des traditions là-dedans que des mauvais présidents de séance laissent les gens déborder de leur temps. Fait que pour vous faire un peu, je vais conter une petite anecdote que j'aime bien. Je présidais une séance. Et moi, quand je préside une séance, je vous le dis, je suis intransigeant. Tu as 20 minutes, tu n'en as pas 21. Mais comme il y a des petits brillants qui se pensent importants, ils disent, oui, mais quand je vais être à 20 minutes, il n'osera pas m'interrompre. C'est là qu'il y a des stratégies interactionnistes que Erwin Goffman, qui est un des grands sociologue de l'interaction, peut nous apprendre. C'est que la première chose à faire, c'est que, par exemple, si vous êtes comme président, c'est de vous lever. Déjà, la personne voit que vous vous êtes levé, là, vous avez perturbé l'interaction. Et là, vous vous approchez de la table. Là, la personne vient de comprendre qu'il est temps qu'elle arrête. Parce que la prochaine étape, c'est vous l'égorger sur place. Donc, ce que j'avais fait, ce colloque-là, parce que j'avais deviné que la personne se croyait importante, j'avais expliqué aux 3 personnes avant, j'ai dit, écoutez, vous avez 20 minutes chacun et 10 minutes de questions. Mais j'ai dit, c'est votre choix. Si vous décidez, moi, je vais vous dire 10, ça veut dire que 0, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire 0 pour votre discours, puis 10 minutes de questions. Mais si vous décidez, après mon 0, de faire 5 minutes de plus, vous êtes à 25, il vous reste 25 minutes de questions. Et si vous ne comprenez rien à ce que je vous dis et que vous vous rendez à 30, il n'y aura pas de questions. Donc, les premiers qui ont été drillés ont fait ça en 20 minutes parfaites, un en 19, 18. Je dis, parfait, ça vous laisse plus de temps pour des questions. Le dernier, il part sur ses grands discours. Là, je lui dis 0. Puis là, il me dit 0 à 20 ou à 30? Mais non, 0 à 20. Donc là, j'ai dit, là, vous entamez votre période de questions. Je dis, OK. Il dit, oui, ça va être bref. Je conclus. Il continue 10 minutes. Fait que là, comme j'étais à 20, je me lève. Je dis, merci beaucoup. On applaudit. Terminé, il n'y a pas eu de questions. C'était pour qu'ils comprennent qu'il y avait 20 minutes, il n'a pas respecté les gens. On ne l'a pas fait 35 minutes pour monsieur. À 30 minutes, il a parlé 30 minutes, il n'y a pas eu une question. Alors, si vous allez dans un congrès, y a-t-il quelque chose de plus insultant que de ne pas avoir de questions? Ça, c'est totalement déprimant. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. C'est pour ça qu'un bon président se prépare toujours une question dans sa poche pour dire, il n'y a pas de questions dans la salle. Ben, moi, j'en ai une pour vous. Et là, ça permet d'ailleurs de briser la glace souvent, là. Mais ce que je n'ai pas eu à faire ici, m'a posé moi-même une question. S'il y a 20 minutes, c'est un projet, je commence toujours immédiatement. Voici, j'étudie telle question. Pourquoi j'étudie?
Et idéalement, la réponse, c'est pas parce que ça intéresse ma mère, c'est parce que dans le champ actuellement, il y a des travaux récents qui montrent telle chose. Et il y a une chose qu'on dit souvent, c'est pour combler un vide. Ça, on dit toujours ça, mais ce n'est pas un argument suffisant. Il faut dire, c'est une vraie question qui a été soulevée dans la littérature. Et je suis certain que si vous faites ça, puis qu'après vous dites, pour étudier ça, j'ai été obligé de construire tel corpus, soit un corpus de texte, soit un corpus d'entrevue, et mon hypothèse, ça va être telle affaire basée sur telle problématique théorique. Bourdieu nous dit que ça devrait aller par là, l'autre dit que ça devrait aller par là. Et donc, je pense, par mon étude, clarifier cette question-là. J'ai fait mon 20 minutes. Et je n'ai pas perdu du temps psychologique, que j'appelle, là, qui est utilisé souvent par des gens qui cherchent ce qu'ils doivent dire. Fait que là, ils disent des phrases pour combler un vide. Effectivement, par exemple, quand on parle de la conclusion, ça peut être une image, genre, pour en savoir plus, à la limite, c'est ce qu'on a fait ici. Là, on dit, bon, trop tard. Oui, pour en savoir plus, allez voir sur le site de l'affaire ou quelques références bibliographiques, mais on peut le faire, ça ne mange pas de pain, mais ce n'est pas très utile parce que là, les gens vont soit dire, envoie-moi le PowerPoint, parce qu'ils vont être en train de prendre des références en notes. Donc, c'est pas que le PowerPoint, ce n'est pas quelque chose qui doit amener l'autre à le recopier. Et donc, vos références, si vous les avez présentées dans la problématique, ils sont là. Mais ce n'est pas obligé des références avec la distinction 1978, édition de minuit. Donc, la problématique, ça va être le cadre. Les gens connaissent vos auteurs dans votre domaine. Vous avez dit, la théorie du constructivisme social de Festinger ou je ne sais pas trop qui. Les gens vont savoir. Mais effectivement, vous pouvez aussi le mettre à la fin, si ça ne mange pas trop de pain. Oui, il y en a qui font ça, mais ça dépend. Par exemple, s'il y en a 100, là, c'est un peu problématique. Donc, moi, je dirais que le but, c'est pas utile. Pourquoi? Parce que je pense que le but d'une communication, et dans les congrès, c'est comme ça que ça se passe. Faites-moi confiance, j'en arrive encore de un. C'est que les gens ont écouté votre affaire. Vous sortez, ils viennent vous voir. Attends un peu, ça m'intéresse. Donne-moi ta carte, tu as des métaux, je travaille sur là-dessus, je vais t'envoyer mon papier. C'est à ça que ça sert. Ça ne sert pas à. C'est pas l'article. Donc, ça sert à dire, hey, j'ai écouté une communication là-dessus. Moi, il y a plein de gens avec lesquels je suis rentré en contact parce qu'après un congrès, ils sont venus me voir. Ils habitent aux États-Unis, je ne les connaissais pas, on s'est rencontrés dans un congrès. Ensuite, on travaille ensemble, on s'est invités, on a organisé des affaires dans les universités. Donc, vous dites, OK, je vais présenter ça, donc je n'ai pas besoin d'amener des papiers, parce qu'en plus, tu donnes des papiers à des gens qui n'en veulent pas. Puis ceux qui en veulent, ils vont venir te voir en disant, envoie-moi le PowerPoint. Donc, perdez pas de temps avec ça. Un message et ensuite, priez le bon Dieu que ça intéresse les gens à qui vous avez parlé. OK, dernière peut-être? Non? C'est bon? On arrête là? OK. Merci beaucoup pour votre attention.